Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de la série de webinaires dédiés à l'endoscopie organisée par le groupe formation du GEPRI. Donc aujourd'hui, on accueille Christophe Gauthier et Hélène Boulestro, deux Bordelais. Donc Christophe qui est praticien au CPS Nouvelle-Aquitaine et Hélène qui est ex-praticien dans le service d'hygiène du CHU de Bordeaux, qui ont été sélectionnés du coup par le groupe formation du GEPRI pour leur grande connaissance en endoscopie. Et donc, Christophe va nous faire un petit topo sur les généralités des endoscopes et Hélène plutôt une synthèse des risques infectieux associés à l'endoscopie. Donc, pour rappel, voilà, c'est le premier d'une série de 3 webinaires. Donc, nous aurons aussi le plaisir de vous proposer un webinaire jeudi prochain sur les mêmes horaires et le mardi 24 mars, toujours sur les mêmes horaires et sur la thématique de l'endoscopie. Sur ce webinaire, c'est Manon qui va modérer. Manon, je te laisse la parole. Merci beaucoup Camille. Du coup, ce qu'on propose, comme dans chaque webinaire, c'est de démarrer du coup un petit sondage pour savoir un peu d'où vous venez, quelle est votre spécialité. Et ensuite, on aura une seconde question pour vous avant de démarrer du coup sur la première partie de Christophe Gauthier qui va vraiment présenter les généralités sur le matériel d'endoscopie et sur les circuits. Si jamais il y a des questions, du coup, on vous demandera de les poser dans l'onglet vraiment questions qui est dédié à cet effet. Et le replay, du coup, sera disponible pour les adhérents SF2H sur la chaîne YouTube. Donc, si jamais vous ratez des informations, vous aurez la possibilité de voir le replay de ce webinaire sur notre chaîne. Donc, pour ce premier sondage, on a 27% des participants qui sont d'une profession médicale en PRI. On a 60% de paramédicales en PRI également, donc qui sont très représentés. Et ensuite, on a une seconde question du coup pour vous. Ok, super. Alors, du coup, on a à peu près la moitié des participants qui ont des connaissances mais qui n'ont pas de pratique.
on a un quart des participants qui ont des connaissances et de la pratique quotidienne. Et on a 4% d'experts et 4% qui ne connaissent pas bien la thématique. Donc, du coup, pour pouvoir les aider à répondre à ces questions de terrain, on va laisser du coup la parole à Christophe. Je peux vous partager, si vous voulez, les résultats. Et puis, on va passer la main du coup à Christophe pour la première intervention, s'il est prêt. Ah ben, je suis prêt. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Non. Alors, hop. Attends, je vais recommencer. J'ai pas eu le pop-up pour partager mon écran. Attends, c'est pas grave, je recommence. Hop. Pas encore. Hop. Christophe. Est-ce que là, c'est bon? Oui, là c'est bon. Montrer mon écran. Et on voit bien ton écran. J'enlève vos visages, voilà. Donc là, vous avez mon écran. Ben, merci de m'avoir sélectionné déjà. Ça fait effectivement presque 25 ans que je travaille au CEPIAS et presque autant de temps que je travaille sur les pratiques de désinfection des endoscopes. Et depuis une quinzaine d'années, c'est vrai qu'on avait mis à disposition des professionnels, mais aussi pour le CEPIAS, des outils de visite de risque en endoscopie. Et donc, je suis amené à aller dans pas mal d'établissements qui font de l'endoscopie pour aborder les pratiques de désinfection. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder effectivement ces généralités, ces principes généraux, par le prisme de ces visites que j'ai pu faire pour insister sur les points qui me semblent importants dans la mesure où on ne va pas pouvoir brosser l'ensemble des facteurs qui interviennent dans la gestion de ces dispositifs. Ça serait trop long. Donc, dans le temps imparti, je vous propose d'insister donc sur les points qui me semblent importants. Donc, le premier point, c'est qu'on est face à un dispositif particulier. On va parler des endoscopes souples thermosensibles. On ne va pas du tout aborder les endoscopes rigides ou les endoscopes stérilisables, par exemple. Donc, on est face à des matériels qui sont donc flexibles, introduits dans une cavité naturelle pour un but diagnostique, voire thérapeutique. Donc, il y a parfois des actes invasifs qui sont associés à l'usage de ces dispositifs. Ce sont des dispositifs qui sont complexes, fragiles et extrêmement coûteux. Il faut avoir en tête que voilà, on est face à des matériels qui gravitent entre 20 000 euros et 40 000 euros pour certains de ces dispositifs. Donc, il y a des enjeux financiers qui sont assez importants autour de l'usage de ce matériel. Ils sont complexes parce que de taille, de section variable. Certains sont pleins, n'ont pas de canaux, et puis d'autres disposent de un ou plusieurs canaux de diamètre distinct, différents. Des canaux qui sont parfois reliés les uns aux autres. Donc, une complexité d'architecture de matériel qu'il faut connaître. Et ces conceptions sont même distinctes d'un fabricant à l'autre pour un même type d'endoscope, une même catégorie d'endoscope. Des gastroscopes de chez Pentax, Fuji et Olympus ne sont pas forcément identiques en termes de configuration. Et au sein même d'un type d'endoscope, vous avez des différences d'un modèle à l'autre et effectivement d'un fabricant à l'autre. On y reviendra ensuite. Ce sont des matériels qui sont sensibles, qui sont composés de nombreuses pièces et de matériaux qui sont fragiles, des cols, du verre, différents matériaux plastiques qui sont sensibles à l'usage des produits auxquels on les confronte. Donc, avoir notion que c'est du matériel qui, dans le temps, vieillit, s'abîme. Et ça, il faut l'intégrer au renouvellement de ce matériel et à l'aspect coût que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, ce sont des dispositifs qui ont des configurations, des anfractuosités qui vont favoriser les contaminations. Hélène l'illustrera tout à l'heure avec les cas auxquels on est confronté. Et donc, peuvent favoriser une transmission croisée de patient à patient. Pour ce qui est du CEPIAS, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on est exposé 2 à 3 fois par an à une suspicion de transmission de micro-organismes via des endoscopes. Donc, ça arrive encore de temps en temps avec ce matériel. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est qu'on est face à des dispositifs qui vont être utilisés dans des cavités qui sont de nature différente, certaines stériles et certaines non stériles. C'est-à-dire qu'on va devoir imposer un niveau de traitement à ces dispositifs qui va dépendre de ce niveau
Vous m'entendez toujours? Oui. Et donc semi-critique de niveau de risque intermédiaire, et pour lesquels, effectivement, on va demander à minima une désinfection manuelle ou machine. Et puis, vous avez des endoscopes qui, eux, sont des dispositifs qui sont critiques, introduits dans des cavités stériles, pour lesquels on n'a pas forcément un équivalent stérilisable ou à usage unique stérile, et pour lesquels on va mettre en place une désinfection de haut niveau. Donc, les pratiques vont être un petit peu différentes en fonction de la destination du dispositif. Alors ici, c'est pas vous pour vous faire peur, mais c'est une diapositive qui est assez ancienne et qu'on avait travaillé donc il y a 15 ans pour préparer l'outil de visite de risque. C'est simplement pour vous illustrer sur ce diagramme d'Ishikawa l'ensemble des facteurs qui peuvent contribuer à la qualité du traitement manuel d'un endoscope. Donc il y a plein de facteurs. Ici, ils sont classés suivant la règle des 5M, si vous connaissez un petit peu cette pratique en matière de gestion des risques, donc matériel, matière, produit, milieu, main-d'œuvre, méthode. Bien sûr, on ne va pas aborder tous ces points-là, mais je vais essayer d'ordonner les slides suivantes en fonction de ces différents M. Et vous allez comprendre dans la suite de ces diapos. Et le premier avec lequel je voudrais commencer, c'est donc le matériel. C'était le premier motif, je crois, de ma sollicitation, c'est d'aborder ces aspects dispositifs. Il est indispensable, vous l'avez compris, avec la complexité de ce matériel, d'avoir une connaissance parfaite de ces endoscopes et une description précise de ces endoscopes. Et force est de constater que dans les visites, on n'a pas toujours ces éléments-là qui sont à disposition. Donc, il y a tout un travail qui est à conduire préalablement entre le laboratoire fabricant d'endoscopes, entre le service biomédical, les services utilisateurs d'endoscopie et l'unité de prévention du risque infectieux pour essayer d'avoir le descriptif de ces dispositifs pour savoir précisément quels sont les modes de prise en charge et surtout les accessoires à utiliser en fonction des caractéristiques des différents matériels. Donc ça, c'est un travail préalable indispensable qui est malheureusement pas toujours réalisé. Puisque comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, on est face à des endoscopes qui sont de différents types en fonction de leurs usages. Donc on a des endoscopes en gastro-entérologie, on a des fibroscopes bronchiques en pneumologie, on a des endoscopes d'ORL, d'urologie, de gynécologie, qui constituent des grands types d'endoscopes. Et au sein de ces types d'endoscopes, vous avez aussi des familles d'endoscopes. Donc au sein de la gastro-entérologie, vous avez parmi les fibroscopes gastriques, parfois plusieurs familles d'endoscopes. Et on appelle famille en fait un ensemble d'endoscopes dont les caractéristiques architecturales sont communes ou assez proches et ne vont pas avoir d'impact sur l'efficacité d'une prise en charge mécanisée de cet endoscope, notamment en laveur désinfecteur d'endoscope ou lors de l'utilisation d'armoires de séchage et de stockage. On reviendra sur ces dispositifs tout à l'heure. Donc, au-delà des caractéristiques générales des endoscopes, il faut pouvoir identifier des familles d'endoscopes parce que ça aura aussi un impact dans le cadre de la qualification des performances du matériel utilisé pour désinfecter ou sécher, stocker ces dispositifs. Alors, pour vous illustrer un peu ces différences, j'ai repris quelques illustrations, c'est le cas de le dire, d'un fabricant d'endoscopes, pour vous montrer surtout que voilà, on a des endoscopes qui sont plus ou moins complexes. Je passe sur les endoscopes qui sont pleins, qui n'ont pas de canaux. Là, je vous ai juste illustré des hystéroscopes ou cystoscopes qui sont composés généralement d'un seul canal à biopsie. Donc là, on comprend simplement qu'on a besoin de savoir voilà, quelle est la taille du canal pour pouvoir adapter aussi bien les accessoires d'irrigation que des couvillonnages pour ce type de dispositif. Ça se complexifie un petit peu avec les bronchoscopes, les nasofibroscopes, pour lesquels on a un canal de liaison d'aspiration qui est associé et vous voyez qui est connecté au canal opérateur. Ce qui veut dire aussi que quand on n'utilise même pas le canal opérateur lors d'un examen, il va quand même être rétrocontaminé par une aspiration de mucosité, par exemple, et donc il faudra le prendre en charge malgré sa non-utilisation. Ça paraît banal de dire ça, mais en fait, il y a eu des écueils et des transmissions parfois par des non-prises en charge de canaux sous prétexte de non-utilisation. Donc ça, ce sont des endoscopes qui sont relativement simples, et puis ça se complexifie fortement avec les gastroscopes, les duodénoscopes, les coloscopes, où on peut aller jusqu'à 4, 5, 6 canaux, voire plus, pour ces dispositifs, avec, vous le comprenez, vu la section de ces matériels, des canaux qui vont être de taille différente, plus ou moins gros, donc plus ou moins écouvillonnables, forcément tous irrigables, mais plus ou moins écouvillonnables. Donc il faut avoir l'information de ces tailles de canaux et de la possibilité d'utiliser des accessoires de traitement au niveau de ces dispositifs. Ici, je vous ai repris un document qui est un petit peu ancien, mais qui synthétise bien, à mon sens, ces variabilités entre fabricants. Vous avez différents fabricants d'endoscopes, les gastro, les coloscopes, les duodénoscopes, etc. Et vous voyez, le nombre de canaux varie en fonction de ces dispositifs, la présence ou non de certains canaux spécifiques comme le canal Waterjet, la capacité
à les écouvillonner ou à les irriguer. Donc, tout ça doit être précisé préalablement et il ne faut pas hésiter à travailler en collaboration avec ces fabricants pour avoir ce type d'information. Ce qui est plus ou moins simple, honnêtement, en fonction des fabricants d'endoscopes, mais c'est un travail préalable qui est indispensable. Donc, au-delà des canaux, il y a d'autres aspects qui sont à prendre en compte concernant la complexité de ces matériels. C'est notamment l'extrémité distale de ces dispositifs. Et je pense que vous savez tous et toutes que les duodénoscopes, par exemple, sont des endoscopes qui sont particulièrement à risque de contamination, notamment de par cette extrémité distale, qui est composée notamment d'un canal érecteur qui va faire levier, hein, qui est béquillé en fait, et qui va pouvoir constituer une source de micro-organismes, par exemple. Et ces extrémités distales sont pour certains duodénoscopes non amovibles et pour d'autres amovibles. Donc déjà, il faut avoir connaissance de la configuration du matériel et puis quand cette partie s'enlève, il faut pouvoir avoir des accessoires là encore qui vont permettre d'accéder aux niches bactériennes potentielles qui peuvent se situer au niveau de cette extrémité distale. Donc dans le choix même des duodénoscopes, quand des praticiens veulent référencer ce type de matériel, il est important de prendre en compte ces caractéristiques, partie amovible ou non, qui est parfois même à usage unique pour certains endoscopes. Donc tout ça est intégré pour faciliter l'entretien de ces dispositifs. Et particulièrement pour les duodénoscopes qui sont source de contamination, il y a une instruction spécifique qui est sortie un peu après l'instruction de référence de 2016, en 2018, pour la prise en charge spécifique de ces matériels et les prélèvements de ces matériels. Un peu plus récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer cette alerte de sécurité concernant un certain type d'endoscope, donc des éco-endoscopes de chez Pentax notamment, pour lesquels on utilise un ballonnet, où il y a un ballonnet qui est à l'extrémité distale de ce dispositif. Ce ballonnet qui se gonfle va permettre de renforcer le caractère écogène de ce type de matériel. Il arrive que les utilisateurs parfois ne les utilisent pas, on voit qu'il n'y a pas de ballonnet, et il y a un canal d'aspiration qui est associé à ce ballonnet qui peut éventuellement se souiller des particules qui sont rencontrées lors de l'examen et peuvent être source de transmission de micro-organismes. Donc, on a été exposé dans notre région à des contaminations de patients via des erreurs d'utilisation de ces appareils et des ballonnets mal utilisés par les opérateurs. Encore un autre exemple de particularité de ce matériel. Donc, bien connaître ces matériels, leurs spécificités. Au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est du matériel qui est exposé à des produits chimiques, donc qui est susceptible de vieillir. Et donc, il faut absolument tenir compte de l'obsolescence de ce matériel, aussi du nombre de matériel dont on a besoin pour réaliser le nombre d'examens que l'on souhaite aussi. Donc, un sous-effectif en matériel va forcément avoir un impact sur l'ordonnancement des programmes d'endoscopie, parce que s'il n'y a pas suffisamment de dispositifs, eh bien, il va y avoir des difficultés à accéder aux velléités d'examen des praticiens, donc s'assurer d'un nombre suffisant de matériel, intégrer que du matériel va partir en maintenance, qu'il va y avoir des pannes aussi, et on rencontre dans beaucoup d'établissements des difficultés de ce type-là, avec trop peu de matériel pour l'activité requise. A contrario, on a certains établissements qui ont une activité en baisse et qui se retrouvent avec beaucoup de matériel qui tourne peu, dont certains presque pas aussi, donc ça pose la question de l'entretien de ces dispositifs peu ou pas utilisés. Donc tout ça, c'est des notions qu'il faut complètement intégrer, travailler là encore de manière collective entre les services biomédicaux, l'endoscopie, unité d'hygiène bien sûr, et puis la direction, puisqu'il y a un aspect investissement qu'il faut prendre en compte dans ces cas-là. Il faut savoir que certains établissements, au lieu d'acheter les endoscopes, les louent. On a des contrats de location de type leasing, comme on peut l'avoir pour des véhicules, des automobiles par exemple, c'est assez similaire. L'intérêt de ces contrats de location, c'est que très souvent, ils associent un autre aspect qui est la maintenance préventive de ces dispositifs. Si on veut que l'endoscope vive bien dans le temps, il faut pouvoir y associer non seulement une maintenance curative quand ils sont en panne, bien sûr, mais une maintenance préventive et anticiper la panne de ces dispositifs. Et il faut avouer que c'est beaucoup mieux suivi dans les contrats de location, parce qu'il y a un vrai partenariat entre le fabricant d'endoscope et les utilisateurs, plutôt qu'un achat brut de dispositifs qui, assuré pour une période d'une année ou 2 années, une fois que les pannes tombent, eh bien, on le paye argent comptant, j'ai envie de dire, et ça devient extrêmement coûteux aussi. Donc, il y a des enjeux importants autour de la gestion de ce parc d'endoscopes, à la fois en termes de nombre et d'entretien de ces dispositifs. Et avoir en tête qu'il y a des alternatives, du coup, à ces process de désinfection. Je parlais d'endoscopes trop peu utilisés. On pense aux endoscopes dans les secteurs comme les réanimations, où il y a des usages qui sont très spécifiques, et souvent dans l'urgence d'ailleurs, mais il peut y avoir des alternatives comme l'usage unique qui doivent être envisagées dans ces cas-là,
les secteurs d'urgence peuvent être confrontés à ces usages-là et souvent ces endoscopes à usage unique permettent de répondre à 90-95% des usages dans ces secteurs peu utilisateurs. Puis l'autre alternative qui se développe de plus en plus, ce sont les endoscopes souples mais stérilisables à basse température. Encore faut-il pouvoir disposer de stérilisateurs basse température dans les établissements, mais c'est un autre circuit de prise en charge qui du coup sort du champ de la désinfection, mais se raccorde à la stérilisation des dispositifs médicaux et tombe sous le joug des responsabilités pharmaceutiques en l'occurrence. Donc c'est un autre circuit qui est identifié. Donc, mais avoir en tête ces alternatives-là. Donc premier point de sécurisation concernant le matériel, c'est connaître parfaitement ces dispositifs, leur nombre, ceux qui sont réformés, ceux qui sont en panne, etc. Les modalités d'entretien, les accessoires à utiliser, les conditions d'achat de ces dispositifs et l'organisation de la maintenance curative et préventive prévue pour ces dispositifs. Donc ça, c'est un point extrêmement important puisque si on ne maîtrise pas ça, on aura beau mettre en place la meilleure pratique de désinfection possible, on aura toujours des défaillances de prise en charge du matériel et du matériel qui se contaminera s'il est trop vétuste, s'il est abîmé par exemple. Deuxième point, après le matériel, c'est la main-d'œuvre, donc deuxième M des 5 M, et une notion qui est extrêmement importante. On est sur une activité où les responsabilités, d'une certaine manière, sont partagées. Et là, je parle de dilution des responsabilités, c'est tout à fait volontaire, parce que c'est le problème quand plusieurs personnes gravitent autour de la gestion d'un dispositif, personne n'est véritablement responsable de la politique globale de gestion et de sécurisation de ces dispositifs. Et très souvent, dans les établissements, on se reporte à un acteur qui ne sont pas forcément responsables de cette gestion. Donc, ça induit des problématiques de communication entre les équipes d'hygiène parfois, le service biomédical, les utilisateurs, et ça aboutit à des dysfonctionnements parfois graves dans la gestion de ces dispositifs. Donc, il est indispensable qu'il y ait une collaboration entre professionnels, puisqu'au départ, je vous parlais de dilution des responsabilités. Il y a une responsabilité qui émane de la direction d'établissement. C'est valable aussi pour l'AST d'ailleurs. C'est que le directeur d'établissement, il y a 2 vieux arrêtés qui datent des années 90 qui précisent qu'un directeur d'établissement, il doit mettre à disposition les moyens humains et matériels pour gérer à la fois la désinfection et la stérilisation des dispositifs médicaux utilisés dans l'établissement. Donc, il y a une vraie responsabilité au niveau de la direction d'établissement. Il y a une responsabilité qui est infirmière aussi, ou du cadre de santé, puisque toutes les pratiques de désinfection sont sous responsabilité infirmière dans le Code de la santé publique. Donc, quand bien même c'est un aide-soignant, quand bien même c'est un brancardier, pourquoi pas, qui désinfecte les endoscopes, ça reste sous responsabilité infirmière. Donc ça, il faut l'avoir en tête. L'autre responsabilité, c'est une responsabilité de l'utilisateur et du médecin. Dans le cadre du code de déontologie médicale, il doit s'assurer la stérilité, la désinfection des contaminations dans ce texte de 95 du matériel qu'il utilise. Et puis, il y a une responsabilité aussi de l'unité de prévention du risque infectieux, du CLIN ou de l'instance équivalente, peu importe comment on l'appelle, au sein de l'établissement, qui doit s'assurer de la validité du protocole d'entretien et de sa conformité par rapport aux instructions qui ont trait à la gestion de ces dispositifs. Alors, je parlais d'instruction à l'instant, l'instruction de référence, elle est ancienne maintenant, elle a une dizaine d'années, elle date de juillet 2016, et fort de ces constats de dilution de responsabilité, elle avait intégré l'identification d'un référent endoscopie. Là encore, en pratique, on le voit sur le terrain quand on va dans ces secteurs-là, on voit qu'il y a un référent endoscopie qui est identifié, mais souvent c'est un référent technique. Ce n'est pas forcément le référent au sens du coordinateur qui va permettre de piloter la politique de gestion de ces dispositifs. Et du coup, on n'a pas de responsabilité affirmée dans ce domaine. Et ça peut constituer un vrai problème quand il s'agit d'aborder notamment les notions d'investissement sur ce sujet-là. Parce que j'ai parlé du coût des endoscopes, mais il y a le coût aussi des laveurs, des armoires ou tout autre dispositif qui sont amenés à gérer ce matériel. Donc, il y a des enjeux qui sont très forts dans ce domaine-là. Quand on pense main-d'œuvre, au-delà des responsabilités, on pense bien sûr aux professionnels en charge du traitement. Je vous disais tout à l'heure, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet-là. Ça s'est grandement amélioré. La gestion des dispositifs s'est grandement améliorée. Les professionnels qui sont en charge d'identifier pour la gestion des dispositifs de type endoscope sont généralement très bien formés, très investis de leurs tâches. Il y a peu ou pas beaucoup de problématiques concernant la pratique de prise en charge des endoscopes. Ce sont souvent des petits ajustements des professionnels. Les formations sont de plusieurs natures. Vous avez des formations externes qui sont délivrées par des prestataires reconnus. Vous avez des formations qui se font aussi parfois en interne, par compagnonnage.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une formation aussi qui est du devoir des fabricants d'endoscopes, parce qu'ils mettent à disposition du matériel. Certes, il y a les caractéristiques techniques d'usage du matériel, mais il y a aussi tout ce qui a trait à l'entretien de ce dispositif. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter, et ça se fait de plus en plus. Là où il y a peut-être quelques écueils concernant la formation, c'est sur le rappel des fondamentaux sur la protection des professionnels, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc, j'ai envie de dire qu'au quotidien, pour les équipes qui sont dédiées à la prise en charge des endoscopes, il y a de moins en moins de problèmes de prise en charge. Là où ça se gâte parfois un petit peu, et il faut porter sa vigilance, si vous travaillez sur ce sujet-là, c'est pour tous les actes qui sont réalisés hors heure ouvrable d'une certaine manière, c'est-à-dire les actes réalisés en urgence, la nuit, le week-end, où là, faute d'avoir mis en place parfois des astreintes de professionnels parfaitement formés, ce sont des professionnels sur site qui vont être amenés à gérer ponctuellement des endoscopes. Quand bien même ils sont IBOD, IAD ou autres, ils ne sont parfois pas forcément aguerris à la gestion de ces dispositifs, parfois accaparés par plein d'autres tâches dans ces contextes-là. Et c'est là qu'on se retrouve face à des endoscopes qui sont parfois pas pris en charge, ou très tardivement, parfois pris en charge partiellement, ou parfois abîmés lors des prises en charge, faute de formation adéquate. Donc, il y a beaucoup de constats de contamination d'endoscopes qui sont reliés, quand on cherche un peu, à ces contextes de gestion de dispositifs. Donc, il faut être très vigilant par rapport à cette organisation-là. Et l'autre aspect sur lequel il faut particulièrement insister, c'est que beaucoup d'établissements sont parfaitement organisés sur la gestion des endoscopes type digestif en routine ou endoscope bronchique, mais parfois on a des surprises sur les endoscopes qui sont utilisés en périphérie d'une certaine manière. Je pense aux consultations, aux hôpitaux de jour, les consultations ORL, les consultations d'urologie, où on utilise beaucoup de cystoscopes pour des examens simples et rapides, et pour lesquels on a des circuits mis en place ou des actions de désinfection qui sont pas celles attendues pour ce type de matériel. J'ai mis aussi les sondes de Théo pour la cardiologie, puisque c'est un petit peu spécifique. Donc, toujours aussi avoir un œil sur ces endoscopes qui sont utilisés dans des contextes parfois de vacations de professionnels libéraux qui viennent ponctuellement dans un établissement et pour lesquels on n'a pas forcément aussi bien cadré la gestion des matériels. Donc, une vigilance là-dessus aussi. Donc, pour finir sur ce point, sur les professionnels, d'une certaine manière, il y a vraiment un travail à faire sur le travail collectif qui doit être fait entre les différents partenaires qui gravitent autour de la gestion des endoscopes. Sur cette diapo, j'ai rajouté d'autres partenaires, je pense au labo bien sûr, puisqu'il y a des prélèvements à faire sur ce type de dispositif, bien sûr les fabricants, j'en ai parlé tout à l'heure, la santé au travail pour la protection des professionnels, la pharmacie sur l'achat de consommables par exemple. Voilà, il faut travailler ensemble sur ces sujets-là et trop souvent, il y a quelques écueils qui sont constatés par défaut de communication entre ces professionnels. Alors sur l'aspect méthode, manifestement, pour cette intervention, on ne peut pas détailler vraiment en détail les procédures de traitement des dispositifs. Je vais insister sur certains éléments de prise en charge. Vous avez des outils qui existent. Là, je vous ai mis un lien vers une vidéo qui est un peu ancienne, mais qui illustre bien les modalités de prise en charge manuelle d'un endoscope dans le cas d'une paillasse semi-automatisée, en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas à consulter ce type de documents. Il y a plein de choses qui existent. Ce que je voulais vous montrer en suivant, on le verra tout à l'heure, c'est les étapes qui sont relativement aiguës. En tout cas, toutes ces étapes sont détaillées dans l'instruction que j'évoquais tout à l'heure, qui est accessible, là, ici je l'ai mis sur le site de prévention infection. Tapez endoscopie dans l'espace documentaire, vous allez retrouver tous les documents en lien avec la gestion des endoscopes, et notamment cette instruction qui décrit parfaitement les étapes de traitement attendues des endoscopes, suivant deux principes qui sont soit une prise en charge manuelle globalement et soit une prise en charge machine en laveur désinfecteur d'endoscope. Donc, je vais essayer de vous synthétiser dans ce schéma-là les modalités de prise en charge de ces endoscopes. Vous savez qu'il y a une étape qui se fait au moment ou après l'utilisation de l'endoscope, dès l'usage de l'endoscope. Donc, une fois l'endoscope utilisé, il y a un pré-traitement qui va être réalisé en salle. C'est la seule étape que l'on tolère à être réalisée à proximité du patient. Globalement, il s'agit d'un essuyage externe du dispositif et puis une aspiration d'eau et une exsufflation de cette eau pour éliminer les grosses particules qui seraient présentes à l'intérieur de l'endoscope, avec l'objectif de l'acheminer secondairement vers une zone dédiée pour le traitement soit manuel de ce dispositif. Donc ici, je vous ai décrit les différentes étapes avec premièrement un test d'étanchéité. C'est du matériel qui va être immergé. Donc, il faut s'assurer qu'au cours de l'examen, l'instrument n'a pas été percé ou mordu, une gaine abîmée, qui contribuerait à ce que l'endoscope soit noyé par les détergents ou voire acides, peracétiques qui vont être utilisés ensuite. Le risque étant de perdre l'appareil, clairement. Hein. Donc, au prix de l'appareil que j'évoquais tout à l'heure, c'est très dommageable. Donc, il y a ces tests à réaliser, puis un temps de nettoyage, un double nettoyage manuel
de 10 minutes, premièrement avec irrigation et couvillonnage. On verra ces notions d'écouvillonnage et de brosse à utiliser ensuite. Un rinçage, un deuxième nettoyage qui se fait par irrigation, un rinçage intermédiaire avant une immersion de l'endoscope dans un produit désinfectant qui va avoir une activité spécifiquement sur les micro-organismes, bactéries, virus, champignons, mycobactéries, voire spores quand il s'agit d'endoscopes destinés à des cavités stériles. Et puis, on va rincer ensuite ce dispositif avec une eau de qualité adaptée au lieu de destination de l'endoscope. S'il s'agit d'une cavité stérile, on comprend bien que, quand bien même ce n'est pas un endoscope stérile, on va essayer d'assurer un rinçage de la meilleure qualité possible dans un bac stérile ou protégé d'une eau stérile avec de l'eau stérile. Pour tous les autres endoscopes, qu'ils soient digestifs ou bronchiques, le minimum attendu, c'est de l'eau filtrée pour rincer ce type de dispositif. Soit l'endoscope ensuite va être réutilisé immédiatement, soit il va être séché, puis stocké de diverses manières, on y reviendra tout à l'heure. L'alternative à cette prise en charge manuelle, qui vous l'avez compris est assez fastidieuse, c'est de pouvoir prendre en charge l'endoscope, au moins partiellement, en laveur désinfecteur d'endoscope. L'intérêt du laveur désinfecteur d'endoscope, c'est qu'il va pouvoir, de manière reproductible, assurer les étapes de nettoyage et désinfection du dispositif. À l'heure actuelle, il y a une étape qui ne peut pas être réalisée par ces laveurs, c'est l'écouvillonnage préalable et le brossage de ces endoscopes. Alors, il y a des travaux qui sont conduits actuellement pour trouver des alternatives à une prise en charge manuelle pour ce temps-là. Mais pour l'instant, on est encore amené, comme pour le manuel, à immerger son endoscope, l'irriguer, l'écouvillonner manuellement avant de le mettre en machine. Donc, il y a toujours une étape malgré tout manuelle avant l'usage de ces laveurs désinfecteurs d'endoscope et puis ensuite un circuit qui se rapproche de celui que je viens de décrire sur la prise en charge manuelle. Alors, les laveurs désinfecteurs d'endoscope, il y en a de diverses natures. Là encore, on est sur des investissements qui sont potentiellement lourds, sur du matériel qui va durer de 10 à une quinzaine d'années, soit des endoscopes simple cuve, soit des endoscopes double cuve, par immersion, par aspersion, et puis des laveurs désinfecteurs qui émergent maintenant, qui sont pour certains à double entrée, avec une entrée côté endoscope sable et une sortie côté endoscope propre. Donc, on se rapproche de philosophies qu'on retrouve dans les secteurs de stérilisation avec zone sale, zone propre, pour certains de ces matériels. Donc, dans les nouvelles unités de traitement des endoscopes, on se rapproche de ce mode d'organisation et vous voyez que ça a un impact architectural sur la configuration des zones de traitement des endoscopes. Alors, sur la méthode, je dis que j'insisterai sur quelques étapes. Je vous ai parlé un petit peu du test d'étanchéité. C'est juste une photo pour vous montrer ce que ça peut donner. Un endoscope qui a été infiltré par de l'eau et vous avez ici un liquide noir qui est en fait de la graisse des câbles de béquillage de l'endoscope. Là, vous pouvez être sûr que pour votre endoscope, il va être mis de côté, il va être envoyé en maintenance et puis la facture, ça va être à minima 10 000, 15 000 euros pour cet endoscope. Donc, extrêmement important, que ce soit en manuel ou machine, de réaliser un test d'étanchéité du dispositif avant toute immersion. Le deuxième temps qui est extrêmement important, les pharmaciens connaissent bien ça, on désinfecte bien, on stérilise bien que ce qui est propre. L'étape primordiale dans la gestion de ces dispositifs, c'est l'étape de nettoyage, voire de double nettoyage quand il s'agit d'une prise en charge manuelle. Et donc, il faut pouvoir s'assurer, au regard de la connaissance que l'on a de la configuration de l'endoscope, d'utiliser les bons accessoires pour gérer ce dispositif. Donc, bien sûr, on pense aux écouvillons, mais il y a aussi des systèmes d'irrigation qui vont permettre de faire passer du produit à l'intérieur de l'endoscope, que ce soit en manuel, que ce soit en machine. Les brosses à utiliser pour brosser à l'extérieur de l'endoscope. Il faut avoir conscience que, notamment sur les écouvillons, je ne vous ai pas mis de diapo sur ce point-là, mais on peut avoir des fabricants d'écouvillons qui vont vous fournir un kit d'écouvillons pour un même endoscope, avec 1, 2 ou 3 écouvillons de taille différente en fonction des canaux pris en charge. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des écouvillons qui sont de taille adaptée au canal à prendre en charge. Si l'écouvillon est trop petit, vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir agir sur les salissures qui sont adhérentes sur les parois du canal de l'endoscope. De même, si l'écouvillon est trop grand, plutôt que de gratter les salissures, on va les étaler sur la surface. Il va y avoir un phénomène de lissage qui va contribuer à une colonisation de ces parties de l'endoscope. Il y a des variabilités de rigidité de ces écouvillons, il y a des variabilités d'usage, d'utilisation, dans le sens d'utilisation d'un endoscope, soit par traction, soit par poussée. Donc là aussi, il faut s'enquérir auprès des fabricants d'écouvillons du mode d'usage de ces écouvillons. Et puis garder en tête que pour certaines parties spécifiques de l'endoscope, c'est la petite photo en haut à gauche ici, vous avez une cage à piston qui est coupée en deux, et vous voyez que la cage à piston, elle n'est pas lisse comme un canal, elle est crénelée. Donc si vous utilisez l'écouvillon utilisé pour les canaux pour brosser cette partie-là, vous n'allez pas accéder à ces anfractuosités qui sont source de colonisation et de niches bactériennes. Donc, il faut utiliser des brosses plus larges dans ces contextes-là. C'est pour ça qu'associer le plus souvent
aux écouvillons, vous avez des brosses spécifiques qui sont mises à disposition. Et parmi les brosses spécifiques, vous pouvez aussi avoir des brosses spécifiques pour les duodénoscopes en rapport à ce que j'ai exposé tout à l'heure sur la partie distale de ces matériels. Donc les accessoires à utiliser, c'est extrêmement important pour ces étapes de nettoyage. Et c'est depuis qu'on fait des prélèvements sur endoscope, ça remonte maintenant, qu'on se rend compte de l'impact de l'usage de ces dispositifs adaptés sur le résultat final de la désinfection des dispositifs. Autre temps un petit peu aigu, il s'agit du séchage de l'endoscope. Donc, une fois qu'il a été désinfecté, il est rincé. Il faut avoir en tête que dans un endoscope, il peut rester plusieurs millilitres d'eau à l'intérieur de ce dispositif. Avoir conscience aussi que la désinfection ne permet pas d'éliminer à coup sûr 100% de la colonisation du dispositif, et que vous imaginez bien que s'il reste de l'eau et quelques micro-organismes, au bout de quelques heures de stockage, vous allez avoir des millions de micro-organismes qui sont susceptibles d'être transmis aux patients suivants. C'est pour ça que pour les endoscopes qui ne sont pas séchés dans des accessoires spécifiques, la durée de stockage, au-delà de 12 heures, nécessite une prise en charge à nouveau de l'endoscope, une nouvelle désinfection avant usage, parce qu'on sait très bien que l'humidité résiduelle peut contribuer à une recolonisation du dispositif. Donc, il y a une partie de ce séchage qui peut se faire manuellement, et puis une autre partie qui peut se faire avec des accessoires, et notamment se sont développés depuis plusieurs années maintenant des systèmes d'armoires ou des enceintes de séchage et de stockage, on appelle ça des essais, qui vont contribuer à maintenir le niveau de désinfection d'un endoscope. Au départ, c'était sur 48 heures, et puis il y a des évolutions maintenant, on peut valider l'usage de ces dispositifs jusqu'à 7 jours. Donc ça permet de pouvoir utiliser un endoscope de manière immédiate, sans désinfection préalable, pour peu qu'il ait été stocké correctement dans ce dispositif, qui lui aussi fait l'objet de contrôle et de maintenance. Il faut l'avoir en tête aussi. Et puis en alternative à ces essais, vous avez aussi des équipements de stockage individuels qui permettent de conserver les endoscopes sous poche pour une durée maximale de 7 jours. C'est la réglementation en France. Ne vous étonnez pas de voir parfois des 30 jours, des 60 jours, mais ça correspond à des réglementations d'autres pays. En France, on est limité pour l'instant à 7 jours de stockage avec ce type de dispositif. Vous en avez une petite illustration sur cette photo. Donc des armoires de séchage et de stockage de différentes natures en haut, vous voyez, à stockage vertical ou à stockage horizontal. Et puis, ces dispositifs de stockage, il y en a plusieurs existants. C'est vrai que ça peut correspondre notamment à un usage d'endoscopes qu'on appelle nomades, des endoscopes qui vont être pris en charge au niveau d'une unité centralisée et qui vont devoir ensuite être acheminés vers des locaux qui sont à distance, dans des secteurs de pédiatrie par exemple. J'évoquais la réanimation tout à l'heure. Et c'est vrai que ça facilite aussi le transport et ça garantit un transport plus sécurisé du matériel dans ces contextes-là. Il n'est pas rare d'avoir des établissements qui associent les deux, qui ont deux types de modes de séchage et de stockage pour une même structure en fonction des usages des endoscopes et de leur identification. Pour finir sur la méthode, je voulais réinsister sur un petit point quand même, parce qu'on constate qu'il y a peut-être une perte de vigilance sur ce sujet-là, sur l'évaluation du risque des encéphalopathies spongiformes transmissibles pour les actes d'endoscopie. Il faut savoir que c'est toujours une exigence pour les actes d'endoscopie, quels qu'ils soient. Normalement, il doit y avoir un ciblage patient qui doit être réalisé pour s'assurer que les patients qui vont être explorés ne sont pas porteurs d'une pathologie de ce type-là. Le risque étant, quand bien même il n'y a plus de cas de nouveaux variants de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en France, il y a le risque, c'est de séquestrer du matériel a posteriori quand on se pose la question de manière un petit peu trop tardive. Là aussi, on a malgré tout des appels réguliers sur ce sujet-là chaque année au niveau de notre CEPIAS. Donc oui, il est encore utile de cibler les patients en endoscopie, quand bien même ça peut être lourd pour la structure concernée. L'autre particularité, c'est la surveillance microbiologique. Je crois que ça sera réabordé un petit peu plus tard dans les webinaires que j'ai pris. On est face à un matériel qui fait l'objet de prélèvements microbiologiques. Alors certes, ce n'est pas des prélèvements à tous les instants, c'est un prélèvement à minima annuel pour les endoscopes classiques, j'ai envie de dire, et puis pour certains endoscopes plus à risque, ce sont des prélèvements qui sont trimestriels. Et l'intérêt de ces prélèvements, c'est de voir un petit peu l'évolution de la survie de l'endoscope dans le temps. C'est aussi pouvoir peut-être identifier des dégradations de ces dispositifs et pouvoir mettre en place des actions d'amélioration sur la prise en charge. Dernier élément, c'est la traçabilité. Là, on se rapproche de ce que l'on retrouve en stérilisation. On a des traçabilités maintenant qui sont informatiques du traitement de ces dispositifs. L'objectif est de pouvoir relier à tout moment un patient, un dispositif et son mode de traitement pour pouvoir s'assurer qu'au temps de l'examen, on a mis en place le meilleur traitement possible pour le dispositif et avoir sécurisé la prise en charge du patient dans ce contexte-là. La traçabilité a évolué très positivement ces dernières années. Je ne parlerai pas ou très peu des détergents désinfectants.
Il y a eu assez peu d'évolution ces dernières années. Ce qui a peut-être un petit peu changé alors, par rapport à il y a 20 ans, c'est sûr, c'est que maintenant on a des temps de contact des produits, notamment à base d'acide peracétique, qui sont extrêmement courts. On est sur des 5 minutes de temps de contact, y compris pour atteindre la sporicidie pour certains de ces produits. Là où il y a quelques années, on avait 20 minutes de temps de contact pour les aldéhydes pour avoir une désinfection de niveau intermédiaire et 1 heure pour une désinfection de haut niveau. Maintenant, on est sur des produits qui permettent d'avoir des temps réduits de contact avec le désinfectant. Alors, qui dit temps réduit, dit faire attention aussi aux endoscopes qui restent de manière prolongée dans un bac d'acide peracétique, puisque on risque de dégrader le matériel. Il s'agit d'acide malgré tout. Et donc, il faut être vigilant malgré tout par rapport à ça. Autre M des 5 M, le milieu, l'architecture des locaux, ce qui a évolué, alors pas forcément ces dernières années, puisque ça date de 2003, il y avait déjà une circulaire sur le traitement des endoscopes qui date de 2003 qui précisait que l'objectif c'était de pouvoir centraliser le traitement des endoscopes. Pour vous illustrer ça, à l'époque où j'étais interne, donc il y a très longtemps, fin des années 90, au CHU de Bordeaux, j'avais participé à un audit avec le service d'hygiène. On avait 30 services qui faisaient de l'endoscopie et presque autant de secteurs de traitement des endoscopes, dans des conditions parfois qui étaient extrêmement frustrantes. Donc depuis, voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions et maintenant le nombre de secteurs qui traitent les endoscopes s'est extrêmement réduit, notamment au CHU de Bordeaux, mais c'est valable dans la plupart des établissements. Et donc, il y a une velléité de centraliser le traitement. L'intérêt de cette centralisation, c'est d'avoir des locaux qui soient adaptés à la gestion du matériel, adaptés au nombre de personnel nécessaire pour gérer ces dispositifs, adaptés aussi pour avoir une masse critique de matériel qui justifie un investissement en laveur désinfecteur, en armoire de séchage et de stockage, ou dispositifs de stockage individuel, en paillasse semi-automatisée, pouvoir avoir un environnement de travail aussi qui soit adapté aux produits qui sont manipulés. Dans des produits, les acides peracétiques sont volatiles. Ils se transforment en acide acétique, le vinaigre, ça peut avoir une odeur extrêmement pénalisante pour les professionnels qui travaillent. Là, on peut s'assurer de locaux qui sont parfaitement conçus pour éviter cette exposition désagréable. Donc, il y a des travaux parfois de rénovation et parfois de création complète de secteurs. Donc là, en tant qu'hygiéniste, on a ce devoir de participer à ces réflexions pour pouvoir mettre à disposition les bons outils et puis anticiper aussi les évolutions de l'activité dans les secteurs concernés, pas avoir trop petit non plus si l'activité est croissante. Donc voilà ce que je voulais résumer dans cette dernière diapositive sur cette idée de centralisation des actes d'endoscopie, cette mutualisation de moyens. On permet aussi d'assurer une reproductibilité des procédures et de réserver aussi l'activité à un nombre de personnel réduit pour le traitement des endoscopes, c'est-à-dire vraiment professionnaliser les professionnels qui sont en charge du traitement de ces dispositifs. Donc là, les configurations sont diverses et variées en fonction des établissements. Je vous invite à aller jeter un œil à ces secteurs si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y participer. Alors, pour cet aspect architectural, je vous oriente vers un document qui, à mon sens, a été d'une grande aide pour beaucoup d'établissements. Moi, je l'utilise extrêmement régulièrement. Il a été élaboré initialement par la SFED. On en est à sa 2e version. Il a été validé conjointement avec la Société française d'hygiène hospitalière et le GIF aussi. Il a l'intérêt de pouvoir présenter les attentes en termes de configuration de secteur de traitement des endoscopes. Alors certes, c'est l'endoscopie digestive, mais ça permet d'être étendu à toutes les activités d'endoscopie. Il permet d'expliquer un petit peu les ratios attendus de besoins en endoscope par rapport à une activité, des attentes en termes de renouvellement de ces dispositifs. Tous les 5 ans, théoriquement, on doit renouveler un endoscope, ou tous les 2000 examens. Donc voilà, on peut s'aider de ce type de support pour justifier du travail à la fois d'aménagement des locaux, mais aussi de renouvellement du parc de matériel. Donc je vous engage vraiment à utiliser ce document, le lire si vous ne le connaissez pas, et l'utiliser pour faire valoir les investissements nécessaires dans ces secteurs-là. Pour finir, concernant le milieu, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de produits volatiles. Il faut rester extrêmement vigilant sur la protection des professionnels dans ces secteurs-là. Il n'est pas rare d'avoir des secteurs où vous êtes à 30 mètres du local de traitement des endoscopes, vous le sentez déjà à 30 ou 50 mètres du local. C'est qu'il y a des problématiques voilà, d'aération des locaux et ça, c'est à prendre en compte. Donc, les conceptions sont parfois pas favorables. Au-delà de ça, il y a aussi certaines règles de protection des professionnels, au-delà du port de gants adaptés, de la protection de la tenue. Je pense notamment à l'utilisation d'appareils de protection respiratoire. Ce ne sont pas des masques à charbon, ce ne sont pas des masques FFP2, ce sont des dispositifs spécifiques qui sont volumineux. Là, je vous en avais un exemple d'une marque particulière,
mais ils ne sont pas portés en permanence, mais au moins ils doivent être portés pour les étapes les plus exposantes pour les professionnels. Je pense au changement de produit dans les machines, je pense aussi à la préparation des bacs d'acide peracétique quand on est sur du manuel. Donc, j'avais répertorié ici dans cette diapo les attentes en termes de protection, les lunettes de protection qui sont souvent oubliées aussi dans ces cas-là. Donc, je crois que j'en arrive à la conclusion pour tenir le temps imparti. Globalement, ce que je peux partager avec vous, c'est que l'évolution est extrêmement positive dans la gestion des endoscopes. On n'a plus, comme j'ai pu le voir, des endoscopes, des praticiens qui arrivaient avec l'endoscope dans une mallette pour faire un examen d'endoscopie au lit du patient. Ça, je l'ai vécu dans des établissements. Ça. Donc, on en est très, très loin maintenant. On a des organisations qui permettent de sécuriser vraiment la prise en charge de ce matériel. Les équipements, les personnels sont adaptés, formés, en tout cas quand il s'agit d'équipes dédiées à la gestion de ces dispositifs. Vigilance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les actes qui sont réalisés en dehors des heures ouvrables de l'ouverture de ces zones de ces unités centralisées. Qu'il y a toujours un travail parfois à faire sur l'architecture de ces locaux qui ne sont pas toujours conçus initialement pour accueillir du traitement des endoscopes, et que les enjeux forts sont liés aux investissements, liés au vieillissement des équipements. Équipements, vous l'avez compris, ce sont les endoscopes, mais c'est aussi les laveurs désinfecteurs, les armoires, etc. Et puis anticiper ces développements d'activité. C'est une activité qui est rentable pour les établissements. Donc, on n'a pas de mal à embaucher des gastro-entérologues. On en oublie parfois qu'il faut aussi adapter derrière les locaux pour le traitement des dispositifs et le personnel ad hoc pour répondre à cette augmentation d'activité. Donc, un enjeu de management du traitement de ces endoscopes avec un responsable qui soit vraiment un coordinateur de ces projets. Puis, pour ce qui est des pratiques, peut-être un travail un petit peu plus aigu sur la protection du personnel. Donc, les éléments de sécurisation pour finir, donc l'organisation, les enjeux autour de l'acquisition, la maintenance et le renouvellement du matériel, une mise à jour régulière des connaissances malgré tout, parce que bien que le texte soit ancien, il y a des évolutions constantes sur ces sujets-là. Et puis, vous avez deux pratiques qui vont contribuer à se rassurer sur la gestion de ce matériel. Il y a à la fois le suivi microbiologique des endoscopes, qui va vite donner une idée sur la survie de ce matériel et sa capacité à se coloniser d'une certaine manière. Donc, quand on a des résultats microbiologiques qui sont satisfaisants, c'est toujours rassurant et le signe de pratiques qui sont plutôt satisfaisantes. Et puis, réaliser aussi des évaluations régulières de pratiques. Et souvent, les unités de prévention du risque infectieux sont sollicitées sur ce point. Et c'est pour ça que je crois qu'en dernière diapo, voilà, je vous ai mis le lien vers l'outil de visite de risque qui avait été initialement élaboré par le CECLIN Sud-Ouest à l'époque, et puis qu'on a revu avec nos collègues du CEPIAS Normandie il y a quelques années. Dans cet outil de visite de risque, vous avez des grilles d'évaluation à la fois des locaux, à la fois des pratiques, à la fois des grilles d'entretien aussi avec les professionnels qui sont amenés à travailler sur la gestion et le traitement des endoscopes. Donc, je vous engage à aller regarder ce document parce qu'il peut vous être utile pour anticiper une évaluation sur ce sujet. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je suis à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci beaucoup, Christophe, pour ce topo très, très intéressant qui a suscité quand même pas mal de questions. Du coup, je propose qu'on en traite deux rapidement en 5 minutes avant de laisser la parole à Hélène pour la suite de l'intervention. On demandait s'il existait un délai acceptable avant traitement de l'endoscope, avec une question un peu annexe qui disait voilà, si des endoscopies sont faites par exemple la nuit ou le week-end sans personnel formé à la désinfection, est-ce qu'il faut prévoir de séquestrer l'endoscope et de réaliser un prélèvement en fait après les infections avant mise en service? Donc je pense que le délai de prise en charge soulève pas mal de questions chez les participants. Oui, c'est une question qui est assez fréquente, effectivement. La prise en charge de l'endoscope après utilisation, théoriquement, doit être immédiate. Donc, il n'y a pas de délai mentionné, où que ce soit dans les textes, pour la gestion de ces dispositifs. Il est évident qu'une nuit ou un week-end, ça ne va pas. Généralement, alors, c'est plus du pratico-pratique, hein, mais on essaye de rester sous la demi-heure, globalement, pour la prise en charge du matériel. Mais c'est écrit nulle part. Donc, théoriquement, un endoscope utilisé doit suivre son circuit de prise en charge pour une prise en charge immédiate. Donc, théoriquement, il n'y a pas de délai acceptable dans ce contexte-là. Et auquel cas, si un endoscope a stagné pendant une période extrêmement prolongée, voire n'a pas été pris en charge, effectivement, il va nécessiter une prise en charge donc renforcée, une désinfection, et puis, à mon sens, des prélèvements de contrôle avant une remise à disposition du matériel. Et ça constitue, à mon sens,
aussi une justification au signalement d'un événement indésirable concernant ce dispositif. Parce que derrière, il y a un enjeu organisationnel sur les gestes qui pourraient être réalisés comme ça, sur des périodes où vous n'avez personne pour gérer l'endoscope. Donc, fiche incident. Oui. Et après, il y avait une seconde question peut-être qui peut être intéressante à aborder. Si un endoscope est stérilisable à basse température, Oui. doit-on privilégier la stérilisation à la désinfection de haut niveau ou pas? Alors, ça fait tout à fait partie des stratégies et du management que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que dès lors où on décide qu'un endoscope va suivre un process de stérilisation, on doit se tenir à la stérilisation de ce dispositif. Il ne s'agit pas d'alterner de la désinfection, de la stérilisation. On est dans le contexte des précautions standards. L'objectif, c'est de proposer aux patients un niveau de traitement du dispositif qui soit commun à l'ensemble des patients qui vont être confrontés au matériel. Il ne s'agit pas pour certains d'avoir un endoscope stérile et pour d'autres d'avoir un endoscope qui soit uniquement désinfecté. Donc, on est complètement dans le concept des précautions standards. Et dès lors où on choisit de traiter les endoscopes par stérilisation, ce qui peut constituer un plus, parce que là, on va pouvoir avoir une garantie de stérilité du dispositif, hein, un niveau de contamination qui est bien mieux maîtrisé que pour la désinfection, eh bien, il faut s'y tenir. Voilà. Donc, intégrer qu'il y a un circuit spécifique à la ST, que ça va certes peut-être être un peu plus long qu'une prise en charge manuelle, mais un endoscope stérilisable reste stérilisable et on n'alterne pas les deux. J'ai peut-être encore une dernière question qui est plutôt pratico-pratique. On a quelqu'un qui se demande s'il est possible d'utiliser une seringue pour l'irrigation d'un gastroscope ou d'un coloscope. Et elle indique qu'en tant qu'hygiéniste, elle serait plutôt favorable à l'irrigateur tout conduit, parce que pour avoir audité les pratiques avec seringue, parfois certains conduits sont oubliés. Quel est ton avis là-dessus? Alors, quand bien même on utilise une seringue, ça n'empêche pas d'avoir des irrigateurs tout conduits. Donc, effectivement, le risque, c'est d'oublier des canaux. Clairement, la seringue, elle est plus appropriée. J'ai envie de dire, c'est une pratique d'un autre temps, sur la gestion des gastroscopes, en l'occurrence. On a maintenant des systèmes d'irrigation mécanisés, des pompes à galets qui vont garantir un volume de passage de produits. C'est tellement important, le temps de nettoyage, que voilà, ça fait partie des axes d'amélioration intangibles, j'ai envie de dire. Si on est encore à la seringue pour irriguer un endoscope digestif, il faut se poser la question de pouvoir se substituer à cette pratique par l'usage de pompes amovibles à galets, pourquoi pas, quand on est sur du manuel, parce que la seringue, on va avoir un volume qui va être extrêmement réduit, on va l'utiliser 1, 2, 3 fois pour un canal ou plusieurs canaux, et le volume ne sera pas en rapport avec une pompe qui va pouvoir assurer pendant 5 minutes ou 3 minutes un volume d'irrigation sera presque 100 fois supérieure. Donc, une qualité d'irrigation qui sera bien meilleure. Donc, on utilise encore des seringues pour des cystoscopes parce qu'on a un simple canal. Donc, ça renvoie aux photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Bon, ça s'entend encore. Mais sur des gastroscopes, des coloscopes, c'est peu imaginable. Et j'en ai plus vu depuis très longtemps, en tout cas dans les établissements que je visite. Donc là, il faut absolument trouver une alternative à l'usage de la seringue dans ce contexte-là. Super, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la seconde partie de la présentation. On a encore d'autres questions, mais j'ai peur que le temps nous manque. Donc, si on a l'occasion de revenir sur le reste des questions à la fin du webinaire, si tu restes avec nous, Christophe, Oui. ce serait super. Et du coup, je vais passer la main à Hélène Boulestro, du coup, pour la présentation des risques infectieux, notamment associés à tous ces dispositifs. Encore merci, Christophe. Alors, Hélène, on ne vous entend pas. Je pense que le micro a dû être coupé. Ah, ça y est. Super. Ça y est, merci. Bonjour à tous. Je suis Hélène Boulestro. J'ai été praticien au CHU de Bordeaux pendant plus de 25 ans. Et tout de suite, on m'a mis sur la thématique endoscopie, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et évidemment, quand j'ai commencé mon activité sur l'activité d'endoscopie, on n'en était pas où on en est aujourd'hui. Et initialement, c'était relativement compliqué puisque pour les cliniciens, le risque infectieux
n'existait pas ou tout au plus était virtuel dans le domaine. Alors, je redémarre mon diaporama. On voit bien votre diaporama et il est bien en bon? pleine. Merci, oui, merci. Ben, je l'ai perdu à nouveau. Le voilà. Alors, ma communication, en fait, est centrée également sur les endoscopes souples à canaux, puisque ceux qui nous posent le plus de problèmes en pratique vis-à-vis du risque infectieux. Et alors, j'aurais peut-être quelques petites redites par rapport à ce que disait Christophe, mais modérées. En tout cas, pour l'usage des endoscopes souples à canaux, donc je peux redire que ces endoscopes sont utilisés pour des actes invasifs qui sont réalisés dans des cavités de niveau de contamination variable. Donc, c'est un point important par rapport au risque infectieux. Et compte tenu des objectifs d'utilisation de ces endoscopes, certains des objectifs ont des conséquences en termes de risque infectieux. Donc, le risque infectieux en endoscopie, il est décrit depuis à peu près la fin des années 60. On a des publications à partir de 1966. Et à l'époque, il était évalué entre 1 et 3 cas par million d'actes d'endoscopie, ce qui fait que pour les cliniciens, le risque, il était totalement virtuel. En réalité, ce risque, il est indiscutable compte tenu de la complexité du dispositif médical. Et si on reprend par exemple une publication de Lionel Pinault en 2023 qui recensait en fait les prélèvements qui étaient faits par le laboratoire Eurofins entre 2004 et 2021, donc sur plus de 90 000 prélèvements, on trouve quand même un taux de résultat en niveau d'action de l'ordre de 13%, un petit peu moins de 13%, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc, la contamination de ces endoscopes varie souvent en fonction du niveau de complexité du dispositif médical. Et puis, du fait du caractère invasif de l'acte. Alors, ce risque, il a souvent été sous-estimé du fait du manque de surveillance des infections au décours des actes, du fait de l'absence de reconnaissance de la transmission, soit volontairement, soit involontairement du fait de la distance, du fait du biais de publication. Je pense que tous les établissements qui ont eu affaire à des épisodes de colonisation, infection, n'ont pas forcément publié leurs investigations, et également du fait de la culture du signalement qui est d'un niveau variable, qui a augmenté au fil du temps, mais qui reste encore incomplète. Et puis, il faut noter dans le sens positif de visualisation de ce risque infectieux, la visibilité des transmissions qui a augmenté du fait de la présence des BMR et de l'émergence des BHRE qui permettent de mieux repérer ces transmissions. Alors, parmi les premières études publiées, on avait l'étude de Nelson en endoscopie digestive, qui est une revue de la littérature entre 1966 et 2002, et qui recensait 317 cas d'infection et qu'il a trouvé liés soit à des laveurs désinfecteurs contaminés, soit à l'utilisation d'un désinfectant inadapté, soit à un mauvais séchage des canaux, ou bien encore une erreur de procédure. Et la bactérie en cause, dans ces situations, a été Pseudomonas aeruginosa dans plus de 3/4 des cas. Alors, ça pourrait nous surprendre, un désinfectant inadapté, mais plusieurs années après la mise en place de l'utilisation de l'acide peracétique, on avait encore des établissements qui utilisaient des désinfectants qui étaient pas ceux qui étaient recommandés par la réglementation. Une revue de la littérature réalisée par SPAC, pareil, entre 1966 et 1992, donc en endoscopie bronchique cette fois, recensait 96 cas en fait, d'infection au niveau bronchique qu'il avait trouvé lié à un défaut de conception du bronchoscope ou bien un test d'étanchéité non effectué. Alors principalement, il y avait d'autres causes. Et là, les bactéries mises en cause étaient Pseudomonas aeruginosa en tête de file, Serratia marcescens ou les mycobactéries.
Alors souvent, donc, des explorations au niveau de poumons qui étaient les poumons, en fait, qui n'étaient pas des poumons sains initialement, soit des poumons de réanimation, soit des poumons de patients qui avaient des pathologies respiratoires chroniques. Parmi les dernières études publiées, on a cette revue australienne publiée par McCafferty et l'équipe, qui a été faite entre 2008 et 2018, qui recense 18 épidémies, dont 16 en lien avec des duodénoscopes, et dont la bactérie principalement mise en cause est Pseudomonas aeruginosa multirésistant. Et puis, cette revue de la littérature, non, c'est pas une revue de la littérature, cette étude américaine de Wang, réalisée en 2014 et publiée en 2018, réalisée dans des centres de chirurgie ambulatoire qui montrent des taux d'infection de 10,8 pour 1000 actes pour les endoscopies gastro-duodénales et de 5,4 infections pour 1000 actes pour les coloscopies à 30 jours en fait des actes. Donc tout ça pour vous montrer que le risque infectieux, aujourd'hui, maintenant qu'on en parle beaucoup plus et que les cliniciens sont moins frileux pour les signaler, on en trouve un certain nombre et donc les chiffres qui avaient été initialement avancés sont dépassés de beaucoup. Alors les origines de ces infections sont doubles. Les micro-organismes peuvent être d'origine endogène ou d'origine exogène et les bactéries sont les micro-organismes les plus représentés. Alors l'origine endogène, en fait, fait référence à la propre flore du patient en provenance de la cavité explorée et sa présence est prévisible et inévitable. Elle justifie le traitement des endoscopes entre deux patients et donc on retrouve après utilisation et avant entretien pour un bronchoscope ou un duodénoscope de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 unités formant colonie par appareil et pour un coloscope de l'ordre de 10 puissance 8 à 10 puissance 9 unités formant colonie. Donc dans l'étude de Graham, par exemple, on voit qu'on peut retrouver de la flore normale, comme les Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, ou bien de la flore d'infection ou de portage chronique, comme les salmonelles, Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis, ou bien encore les virus transmis par le sang, ou encore Clostridium, on va dire, c'est plus simple, difficile. Pour l'origine exogène, on trouve la flore de l'environnement, et quand on parle d'environnement, c'est beaucoup l'eau en endoscopie, mais également la flore identifiée dans les dispositifs médicaux, donc les endoscopes, qui peut provenir également des laveurs désinfecteurs, par exemple, et puis la flore humaine transmise par les soignants, parfois. Donc la présence de cette flore est anormale. Elle peut être liée à un traitement inadapté, comme des erreurs de pratique, un dysfonctionnement d'un procédé, un LDE par exemple, ou un mauvais séchage avant stockage. Christophe vous en a parlé tout à l'heure. S'il persiste quelques micro-organismes, une humidité résiduelle va favoriser la multiplication secondaire. La contamination des équipements, comme les LDE, ou des fluides de traitement, comme les détergents ou les détergents désinfectants, ou encore les eaux de rinçage. Également le non-respect des règles d'asepsie, des précautions standards ou des précautions complémentaires, là ça fait plutôt référence aux professionnels, ou encore les problèmes de conception des endoscopes, et au cours du temps, on a eu des alertes à plusieurs reprises pour les bronchoscopes, pour les duodénoscopes ou autres. Là, les micro-organismes qui proviennent de l'environnement, on peut les retrouver dans les solutions d'irrigation. Et donc là encore, Pseudomonas, la famille des Pseudomonas est souvent en tête de file. Les mycobactéries atypiques dans tout ce qui est hydrique. Et puis sinon, la flore des cavités, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, que ce soit dans les endoscopes ou dans les laveurs désinfecteurs. Quand on parle du risque infection en endoscopie, on ne peut pas faire l'impasse des facteurs de risque personnels des patients. Et donc, un patient immunodéprimé, porteur de prothèses, notamment cardiaques, porteur d'une obstruction des voies biliaires qui va justifier une exploration,
porteurs d'une pathologie respiratoire chronique comme une BPCO ou une mucoviscidose, les patients de réanimation intubés, ventilés, les patients atteints de maladies chroniques du tube digestif. Tous ces facteurs de risque vont favoriser l'infection. Quand on explore un poumon malade avec un endoscope contaminé, le risque que le micro-organisme de contamination de l'endoscope s'implante dans le poumon est évidemment plus important que si on explore un patient qui a un poumon sain. Les facteurs liés à l'acte, donc la destination finale de l'endoscope joue un rôle. Eh bien, par exemple, le risque de bactériémie est plus important quand on fait une biopsie ou une lésion muqueuse involontaire d'une cavité non stérile. L'association de l'acte à des gestes plus invasifs va augmenter le risque infectieux. Donc une biopsie par exemple, une dilatation de l'œsophage va favoriser également les bactériémies, les actes de sclérothérapie, cathétérisme des voies biliaires, les mucosectomies. Le type d'endoscope, parce que le risque de contamination de l'endoscope sera évidemment bien plus important sur un endoscope complexe que sur un endoscope simple canal, comme on a pu le voir avec le topo de Christophe. Et il faut dire que pour avoir suivi des prélèvements d'endoscope pendant plus de 20 ans, on trouvait extrêmement rarement des fibroscopes simples comme les cystoscopes ou les hystéroscopes contaminés, alors que pour les duodénoscopes, les échoendoscopes linéaires ou les coloscopes, on avait des taux de contamination qui étaient loin d'être négligeables. L'état de l'endoscope, donc on en a parlé également tout à l'heure, la vétusté, la maintenance, l'usure de ces endoscopes avec le temps, et puis également la maintenance des autres dispositifs médicaux utilisés en endoscopie, comme les laveurs désinfecteurs ou les dispositifs de stockage. Alors je dois vous dire qu'avec le recul, j'ai plus souvent vu des contaminations de laveurs que des contaminations de dispositifs de stockage, mais bon, c'est mon expérience personnelle. Enfin, la qualité du traitement du séchage et du stockage est un facteur de risque de contamination. Les facteurs liés aux professionnels, eh bien pour les professionnels, évidemment, la formation et l'habilitation aux bonnes pratiques en endoscopie est un point très important. Et c'est pour ça, quand on est amené à confier la tâche de traitement des endoscopes à des professionnels non formés, par exemple, en dehors des heures ouvrables, ou bien de demander à des professionnels issus d'autres services de venir remplacer en endoscopie, on ne peut pas s'attendre à ce que les pratiques soient parfaitement adaptées. Ensuite, on peut rajouter le respect des précautions standards et des précautions complémentaires. Et pour avoir beaucoup travaillé, notamment avec les gastro-entérologues dans le cadre de la commission hygiène de la SFED, par exemple, donc des professionnels déjà sensibilisés aux risques infectieux, eh bien, ces professionnels étaient parfois étonnés qu'on demande d'avoir des bonnes pratiques d'hygiène des mains, d'avoir des pratiques respectant la stérilité des dispositifs médicaux utilisés pour des actes invasifs, certes, mais dans des tubes digestifs, puisque pour eux, le tube digestif étant contaminé, le risque infectieux était pas tellement lié en fait aux pratiques périphériques. Pour les professionnels, on peut rajouter la vaccination en tant qu'acte altruiste pour protéger en fait les patients, mais également pour se protéger eux-mêmes, l'utilisation d'équipements de protection individuelle pour leur protection, et puis les évaluations des pratiques professionnelles pour s'assurer que toutes les bonnes pratiques ont bien été intégrées. Alors pour faire la synthèse de tout ça, le risque infectieux en endoscopie, il va varier en fonction de l'agent transmissible considéré, la nature de l'examen pratiqué, donc avec la cavité explorée, la complexité du dispositif médical, les actes invasifs complémentaires, les facteurs individuels de risque du patient et le respect des bonnes pratiques de soins. Et les micro-organismes et les mécanismes en cause dans la survenue des infections associées aux actes d'endoscopie sont donc multiples. Il faut également bien avoir en tête que le délai entre l'acte et la détection de l'infection va contribuer à la sous-évaluation du risque infectieux. Par exemple, je pense aux infections liées au virus transmis par le sang. Entre un acte d'endoscopie qui a lieu un jour J et puis la découverte d'une hépatite B chronique ou d'une hépatite C chronique 10 ans, 15 ans plus tard, le délai entre les deux fait que le patient peut ne même plus se souvenir
de l'acte d'endoscopie antérieur, et en tout cas pas faire le lien. Donc, si on revient aux infections endogènes, le mécanisme, en fait, est souvent une translocation favorisée par une effraction muqueuse qui peut être volontaire à l'occasion d'une biopsie, par exemple, ou involontaire à l'occasion d'un traumatisme muqueux lors de l'introduction du matériel, et le risque est essentiellement un risque d'endocardite. Et la prévention donc de ce risque, c'est l'antibioprophylaxie. Les références bibliographiques sont dans la diapo suivante. Dans la revue de la littérature de Nelson, dont on a parlé tout à l'heure, il a recensé un certain nombre de complications liées aux actes endoscopiques en endoscopie gastro-intestinale. Donc déjà des bactériémies qui vont de 0,5 à plus de 24%. Ça dépend en fait du type d'acte d'endoscopie. En général de courte durée et souvent asymptomatiques. Souvent, mais pas toujours. Il a également recensé des risques, de la survenue de sepsis, de péritonite, d'infection de liquide d'acide, des endocardites, 21 cas, des méningites, 12 cas, des appendicites, 8 cas, et des abcès profonds qui pouvaient être cérébraux, œsophagiens ou rénaux. Donc les références pour la prévention des endocardites. Alors en ce qui concerne les bactériémies, dans la littérature, on a retrouvé des actes qui étaient à plus haut risque, comme la dilatation de l'œsophage par des bougies ou la pose de prothèses œsophagiennes, le traitement par laser sur le tube digestif supérieur, les scléroses de varices œsophagiennes, les gastrostomies percutanées, les CPRE avec obstruction biliaire ou encore les ponctions sous écho-endoscope pour les lésions kystiques. Il y a également des bactériémies qui sont des actes qui sont à plus faible risque de bactériémie, comme les explorations œsogastro-duodénales et les endoscopies basses, plus ou moins des biopsies, donc les biopsies dans le cadre de l'endoscopie digestive ou les polypectomies, les CPRE sans obstruction biliaire, les ponctions sous écho-endoscope pour des lésions non kystiques, les ligatures de varices œsophagiennes, et puis plus simplement les écho-endoscopies hautes et basses, les mucosectomies ou encore les dilatations au ballonnet. Donc tout ça, ce sont en fait des éléments qui sont à prendre en compte quand vous allez vous rendre compte que vous avez un endoscope contaminé et que vous allez recenser les patients qui sont passés sur cet endoscope et essayer de vous assurer qu'il n'y a pas eu de problème de contamination secondaire, ou bien quand vous allez investiguer des cas groupés d'infection dans un service donné ou dans une situation donnée. En ce qui concerne les infections exogènes, donc dans tous les cas, quand il ne s'agit pas d'une transmission directement à partir des professionnels, on va retrouver un défaut dans la prise en charge du traitement des endoscopes et les sources de contamination en endoscopie digestive. Si on en croit toujours notre étude de Nelson, eh bien c'était le laveur désinfecteur dans près de 40% des cas, l'utilisation d'un désinfectant inadapté dans près de 30% des cas, un séchage insuffisant dans un peu moins de 15% des cas, un flacon de lavage contaminé, l'absence de traitement du canal érecteur, des pinces à biopsie réutilisables. Donc là, on est quand même dans une étude qui est un petit peu ancienne. Depuis, elles doivent être stériles à usage unique. L'absence de désinfection, notamment, alors soit de l'endoscope lui-même, soit d'un canal. Comme vous l'a dit Christophe tout à l'heure, à certaines époques, on pensait qu'on pouvait s'abstenir de traiter un canal qui n'avait pas été utilisé pendant l'acte. Ou bien, bon, il persiste des causes inconnues. Et donc, la prévention de ces infections exogènes, c'est le respect des bonnes pratiques. Alors, si on se focalise maintenant sur certains types de micro-organismes, donc on va commencer par les mycobactéries. Donc, dans l'étude de Spaak en 1993, il plaçait les mycobactéries parmi les micro-organismes les plus fréquemment transmis lors des fibroscopies bronchiques. Donc, alors, je ne sais pas si aujourd'hui on dirait la même chose parce que malgré tout, la bactérie qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est Pseudomonas aeruginosa, mais on ne peut pas mettre de côté les mycobactéries.
Elles sont relativement résistantes aux désinfections. Elles requièrent en général des temps de contact plus longs et des concentrations plus élevées de désinfectants, mais tout en sachant aujourd'hui, donc, comme le disait Christophe également tout à l'heure, que les acides peracétiques utilisés sont parfaitement efficaces et sporicides, et donc efficaces également sur les mycobactéries. Alors, il ne faut pas cependant négliger les étapes de nettoyage, le double nettoyage pour ces micro-organismes qui sont plus particulièrement difficiles à désinfecter, enfin, à éliminer, sont des étapes qui sont très importantes. La transmission croisée va concerner surtout les mycobactéries du complexe tuberculosis. Donc, cette situation est rare, mais on la rencontre régulièrement, malgré tout. Et puis, les mycobactéries atypiques, mycobactéries qu'on rencontre en général dans l'eau non filtrée, peuvent également être à l'origine d'infections pulmonaires chez les patients explorés. Donc, le lien entre l'infection et la contamination par l'acte d'endoscopie reste difficile à établir du fait de l'incubation très longue de la maladie, des milieux de culture spécifiques. Donc, pour trouver ces mycobactéries, en général, il faut faire une recherche spécifique. On ne va pas les mettre en évidence sur une recherche de routine et les délais de culture sont longs. En ce qui concerne Clostridio idioides difficile, ces infections sont une indication fréquente des coloscopies, notamment à la recherche de coliques pseudomembraneuses. Et ces spores sont là aussi très résistantes aux désinfectants. Les recommandations sont les mêmes que pour les mycobactéries, à savoir que le double nettoyage est très important et le respect des bonnes pratiques de désinfection est également important et va s'avérer suffisant pour éliminer les bactéries. Donc, une étude qui date de 2010 suggérait que sur 287 paires de cas témoins, le risque de développer une infection à Clostridium difficile augmentait dans les 60 premiers jours après une endoscopie. L'avis du CTN-ILS validé par le Haut Conseil en 2017 concernant la désinfection des endoscopes vis-à-vis de Clostridium, j'y arriverai pas, Clostridium difficile suggère de ne pas modifier le niveau de désinfection intermédiaire pour ce micro-organisme, rappeler l'importance du double nettoyage et nécessiter de s'assurer de l'application des recommandations spécifiques et du respect des précautions standards et précautions complémentaires qui peuvent notamment dans cette situation tout à fait être à l'origine de la contamination des patients. En ce qui concerne les BMR ou les BHRE, donc ce sont des bons traceurs de la transmission croisée via les endoscopes, même quand on n'a pas réellement d'infection derrière, on peut parfois retrouver chez plusieurs patients une colonisation avec une BMR ou une BHRE, des patients explorés avec le même endoscope. Actuellement, on a un très grand nombre d'épidémies d'infections de colonisation qui sont publiées. Donc, je vous en ai cité quelques-unes. Acinetobacter baumannii multirésistant et les bronchoscopes, et des bronchoscopes. Enterobacter cloacae résistant à l'ertapenem et des urétéroscopes. De nombreuses épidémies à Klebsiella productrice de carbapénémase en lien avec l'endoscopie digestive. Une revue de la littérature, la publiée par Gastmeyer, qui faisait état de 9 épidémies à KPC, dont 6 impliquaient l'utilisation de duodénoscopes, dont un épisode en France, 2 des bronchoscopes et 1 des endoscopes d'urologie. Et puis encore cette étude de Zachary qui montrait des épidémies à KPC impliquant des duodénoscopes. Alors il faut dire, comme de la même façon, Christophe vous l'a rappelé, que compte tenu de l'extrémité distale complexe, ces duodénoscopes sont très difficiles à traiter et quand on regarde nos séries de prélèvements d'endoscopes, les duodénoscopes peuvent rester contaminés dans un pourcentage de cas non négligeable.
En ce qui concerne le risque infectieux viral, donc des virus peuvent contaminer les endoscopes. Alors ça peut être les virus naturels des cavités, comme les pathogènes de l'arbre respiratoire en hiver ou les pathogènes du tube digestif lors des épidémies de gastro-entérite virale. Ça peut être aussi lié aux virus hématogènes, comme les virus des hépatites B et C ou encore le VIH. Mais à ce jour, il faut avoir en tête qu'aucun cas de transmission de VIH n'a été décrit, et ce qu'on met sur le compte du fait que le VIH est un virus enveloppé fragile. En ce qui concerne la transmission des virus de l'hépatite B, les cas publiés sont rares, 4 cas depuis 1975, mais là encore, vu parfois les délais pour identifier les infections, il se peut qu'on n'ait pas repéré tous les cas. La transmission interhumaine par endoscope mal désinfecté après un acte chez un patient porteur à l'occasion d'un geste exposant exposant au sang comme des hémorragies ou des biopsies peut être mis en évidence, et notamment à l'occasion d'une mauvaise désinfection du canal RO. Alors, on a une publication de Birney en 1983 qui illustre cette situation, mais qui est une étude expérimentale et pas une étude clinique. Depuis, plusieurs études prospectives qui portent en tout sur plus de 800 patients n'ont montré aucune contamination. Et donc, l'étude de Chiaramont en octobre 83 est un des exemples de ces études. En ce qui concerne le virus de l'hépatite C, donc il y a une controverse sur le risque de transmission du virus de l'hépatite C, notamment lié au fait que certaines des transmissions étaient liées à l'utilisation de pinces à biopsie non stérilisées, ce qui a conduit aux recommandations d'utiliser des pinces à biopsie stériles à usage unique. Mais on a quand même pu mettre en évidence, en tout cas certaines études publiées ont mis en évidence une transmission croisée lors d'actes à visée diagnostique en coloscopie, par exemple. Donc, une étude de Becher en 2000 a montré que 27% des endoscopes utilisés chez des patients porteurs du virus de l'hépatite C sont contaminants après l'acte, mais avant désinfection. Et donc, on peut imaginer que quand la désinfection n'a pas été satisfaisante, l'endoscope peut rester potentiellement contaminant. Le risque est supérieur en cas de biopsie perendoscopique. Donc, on a eu un cas documenté, notamment en France, en 1993, et puis de larges études prospectives sur environ 17 000 patients n'ont montré aucun cas de contamination. Depuis 2000, plusieurs cas de transmission ont été décrits, dont l'origine était en fait le partage de flacons d'anesthésiques. Donc vous voyez, on a peu de cas qui sont réellement décrits dans la littérature de transmission croisée, mais ces cas existent. On en a mis en évidence certains, enfin, certains ont été publiés. Je pense qu'il y a un biais de publication pour d'autres, et puis on a d'autres causes qui peuvent expliquer la transmission croisée. En ce qui concerne le risque infectieux lié aux agents transmissibles non conventionnels, là aussi Christophe a évoqué ce risque. À ce jour, aucun cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible n'a été relié à un acte d'endoscopie. Et il a cependant été démontré que la protéine prion anormale dans le cas du nouveau variant avait une distribution plus large que dans la forme classique, d'où la réglementation actuelle qui impose le ciblage de patients suspects ou atteints. Donc du fait qu'il est impossible d'affirmer qu'il n'y aura plus aucun cas du nouveau variant et de l'impossibilité de différencier formellement la forme classique, sporadique, du nouveau variant. Mais il faut quand même garder en tête que pour le nouveau variant en France, on a eu 28 cas certains ou probables identifiés et décédés entre 1992 et 2019 et que depuis on n'a plus eu d'autres cas. Alors, il est possible que la réglementation évolue. Bon, à ce jour, on est toujours tenu de respecter cette réglementation. En ce qui concerne ce risque, donc pour tous les patients, les actes à risque sont les actes d'ORL qui touchent la muqueuse olfactive du tissu à haute infectiosité. Et puis, sinon, on a des actes à risque pour les patients qui sont suspects ou atteints de la forme variante et qui sont les actes
qui passe par le carrefour aérodigestif ou par voie rectale du fait de la présence de formations lymphoïdes à centre germinatif. Voilà, donc à ce jour, persiste l'obligation de définir le statut du patient selon 2 catégories, suspect ou atteint, ou ni suspect ni atteint. Donc les patients suspects ou atteints explorés, pour eux l'endoscope sera séquestré après traitement manuel et inactivation totale. Et si le diagnostic de nouveaux variants, en cas de diagnostic de nouveaux variants ou si le diagnostic est impossible, on détruit l'endoscope. Si le diagnostic de nouveaux variants est écarté, l'endoscope est remis en service plus ou moins après maintenance et en tout cas après contrôle microbiologique. Donc, en tant que première conclusion, donc, il faut avoir en tête que la maîtrise du risque infection en endoscopie reste un challenge en raison de la complexité du matériel, de leur thermosensibilité, même si aujourd'hui de plus en plus d'endoscopes peuvent bénéficier d'une stérilisation basse température. Encore faut-il être équipé du dispositif, d'avoir les circuits et d'avoir le temps de les envoyer en stérilisation et d'avoir le retour. Parce que par exemple, dans le cas d'actes en série en consultation d'urologie, on n'a pas le temps de les envoyer en stérilisation et les voir revenir. Il faut aussi se dire qu'on observe une amélioration significative des pratiques du fait du cadre réglementaire, du fait de la prise de conscience des professionnels de l'endoscopie. Et puis, aujourd'hui, les établissements sont soumis aux contraintes des autorités de tutelle et donc l'activité d'endoscopie a été étiquetée à risque par la HAS. Donc, tous ces éléments nous conduisent à la nécessité d'une mise en œuvre d'une démarche qualité et de sécurité des soins qui prend en compte les risques, dont le risque infectieux. Et pour terminer, du coup, j'aimerais vous commenter en fait cette diapositive qui est une diapositive que j'avais réalisée pour les formations que je faisais, que je vais vous commenter sur la démarche qualité. Et on voit bien que le risque infectieux, finalement, on peut le retrouver à chacune des étapes. Donc, l'acte d'endoscopie, donc il doit, l'indication de l'acte doit être une bonne indication. Pas d'acte indiqué, en fait, juste parce que l'endoscopiste, éventuellement, voudrait faire des actes supplémentaires. La qualité de la réalisation, bien sûr, est importante. Et puis, le bon de demande d'examen doit être particulièrement bien rempli, parce que si le patient a des risques particuliers, s'il a des pathologies sous-jacentes, tout ça, ça doit être indiqué de façon à pouvoir le prévenir en amont. Le patient donc doit être informé, il doit avoir une bonne hygiène de base, par exemple pour les actes percutanés, comme les gastrostomies percutanées, et puis il doit bénéficier donc d'une antibioprophylaxie si cette situation le nécessite. Les opérateurs, les professionnels doivent avoir été particulièrement formés à la réalisation de l'acte, bien sûr, mais également au traitement du matériel. Ils doivent respecter les précautions standards et les précautions complémentaires. Ils doivent être vaccinés pour se protéger et protéger leurs patients, porter des équipements de protection individuelle pour se protéger et bénéficier d'évaluation de leurs pratiques professionnelles. Le matériel doit faire l'objet d'une politique d'achat au sein de l'établissement, d'une bonne gestion de ces matériels, d'un entretien adapté et d'une maintenance réalisée, maintenance préventive et maintenance curative. Le consommable doit respecter la réglementation, doit faire l'objet également d'une politique d'achat et être mis à disposition, parce que pour bien entretenir un endoscope, il faut le bon matériel, comme ça a été dit aussi précédemment. Les locaux doivent être adaptés et les circuits en place. L'environnement doit être maîtrisé, notamment l'eau, l'entretien des locaux, la gestion des déchets, les contrôles microbiologiques, que ce soit de l'environnement ou des endoscopes. Et puis la traçabilité doit être en place, ainsi que le signalement des événements indésirables. Donc voilà, tous ces points, en fait, dans le cadre de la démarche qualité, nous permettent de voir un petit peu tous les points à risque qu'il faut bien avoir en tête. Merci de votre attention. Et à mon tour, donc, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Hélène, pour la présentation qui a suscité aussi de vives questions.
Concernant le risque du coup à ATNC, on demandait si ce risque devait être considéré en endoscopie urologique. Actuellement, la réglementation impose de le faire pour tous les actes d'endoscopie, même si effectivement, dans le cadre de l'urologie, les endoscopes ne sont pas en contact avec des formations lymphoïdes à centre germinatif. C'est une question que je me suis souvent posée moi aussi, mais la réglementation actuellement, elle est celle-là. Et ensuite, on peut peut-être prendre juste une dernière question. J'ai cru comprendre que de nouvelles instructions allaient sortir courant 2026. Savez-vous quand celles-ci seront disponibles? Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront disponibles. En fait, soit fin 2026, soit début 2027. En fait, il s'agit de la révision de l'instruction de 2016, donc de façon à intégrer toutes les foires aux questions qui avaient été publiées au décours, et puis peut-être également le contenu de nouvelles normes européennes qui sont publiées. Donc, il y a un certain nombre de points comme ça qu'il est intéressant de prendre en compte pour nos pratiques. Elles peuvent évoluer légèrement. Et puis, si tout est dans l'instruction, je pense que ça va permettre aussi aux professionnels de bien avoir conscience de tous les éléments, parce que quand j'étais encore en activité, j'ai pu me rendre compte que même avec certains de mes collègues qui étaient pourtant des collègues qui étaient souvent au point sur des tas de choses, ils étaient passés à côté, par exemple, des foires aux questions, du contenu des foires aux questions. Donc, il y avait des choses qui n'étaient pas en place parce qu'elles n'avaient pas été vues. Donc, c'est difficile. On a beaucoup de choses en hygiène hospitalière. On peut passer à côté de certaines publications qui ont peut-être moins de publicité que d'autres. Et donc, réintégrer tout ça dans une instruction révisée, je pense que c'est important. Donc, je pense qu'on ne peut pas l'attendre avant fin 2026 ou début 2027, compte tenu des étapes qui restent encore à valider, mais ça ne devrait pas trop tarder. Merci beaucoup Hélène pour tes réponses. Malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions, il y en a beaucoup. Mais voilà, on espère que peut-être que les prochains webinaires pourront répondre aux différentes questions récentes qui seront peut-être traitées. Du coup, pour rappel, voilà, le webinaire du 19 mars aura pour thématique la surveillance microbiologique en endoscopie, donc ça devrait répondre à certaines questions. Et le 24 mars, des retours d'expérience aussi qui pourront peut-être aider les participants à avoir les différentes réponses. Merci beaucoup Hélène et Christophe d'avoir si bien présenté ce sujet de façon très complète. Je crois que tout le monde a eu beaucoup de réponses à toutes les questions qui se posent. Pour rappel, il y aura des attestations de participation qui seront envoyées de façon automatique suite à la fin du webinaire aux différents participants qui ont regardé le webinaire. Et les webinaires seront accessibles en replay assez rapidement pour les adhérents de la SF2H et puis un peu à distance pour les non-adhérents. Pour les adhérents de la SF2H, ce sera via le site de la SF2H et normalement la newsletter de la SF2H devrait vous avertir de leur disponibilité. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne journée. Merci à vous.